c'est qui joue à ce genre de jeu-là. Je vous ai présenté des jeux de plateau, maintenant je vous présente des jeux vidéo. Ah, d'habitude c'est l'inverse, on a beaucoup de joueurs de jeux vidéo et très peu de jeux de plateau. C'est un point qui m'intéresse parce qu'on différencie souvent les jeux de plateau et les jeux vidéo. On va avoir des jeux qui sont plutôt vus comme des jeux qui peuvent apporter quelque chose d'un point de vue intellectuel, et les jeux vidéo qui ont plutôt une mauvaise presse. Et pourtant, les jeux vidéo peuvent vraiment avoir un rôle dans l'éducation. Moi, le meilleur exemple que j'ai vécu, c'est un jour, je suis allée à Rome, et juste avant ça, j'avais nettoyé le jeu Assassin's Creed 2. Je connaissais Rome sur le bout des doigts. Et quand je suis arrivée à Rome, partout où j'allais, je me disais « Ah, mais je connais cet endroit, j'ai grimpé là-haut, j'ai sauté de cette arche ». On apprend des choses par les jeux. Le côté ludique nous permet de nous confronter à des situations et à enregistrer des informations. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai de tout temps, et c'est vrai dans toutes les époques. Tout le monde joue, même les animaux. Ce lion, que je vous montre en photo, est en train de jouer avec son lionceau. Ils ne sont pas du tout en train de se battre. Le lionceau lui fait pas mal du tout. Il fait semblant de ressentir de la douleur pour que le lionceau, par le jeu, apprenne les comportements qui lui serviront plus tard dans un combat. Donc ça, c'était pour la petite introduction. Donc vous l'avez compris, je vais vous parler de jeux dans le cadre de l'apprentissage. Je me présente rapidement. Moi, je m'appelle Charlotte Cavalier. Actuellement, je suis back-end développeur chez Equisense. Donc c'est une société qui fait des objets connectés pour l'équitation. Pas grand-chose à voir avec les jeux, vous me direz. Mais avant ça, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Coding Game. Vous connaissez un peu Coding Game ? Moi, je suis une grande fan de jeux, et c'est comme ça que j'ai rejoint cette entreprise. Je joue à tout, tout ce qui peut me passer entre les mains, les jeux de plateau, les board games, les wargames, jeux vidéo, beaucoup de jeux de rôle, tout ce qui s'est fait entre les années 50 et aujourd'hui, de INS à Donjons et Dragons. Et tout ça m'a permis de voir tout ce qui était bon dans le jeu. Donc je vous parle un peu de mon expérience chez Coding Game, parce que c'est ça qui m'a inspiré ce talk. Coding Game, c'est une entreprise qui fabrique des challenges de programmation en ligne. Quand on conçoit un jeu, on fabrique un contenu complètement jeu vidéo, où là vous pouvez cliquer sur les boutons pour avoir le jeu qui s'active, et vous devez coder les algorithmes qui vous permettront de résoudre le jeu. On est vraiment sur un contenu gamifié. On apprend la programmation en codant des jeux vidéo. En gros, parce qu'on fait surtout les algorithmes. Et on a vraiment ce côté gamifié qui est très présent dans toute l'interface, où on va vraiment avoir tout ce qui est compétition, tout ce qui est classement, et en même temps, le côté apprentissage avec ce que vous allez apprendre dans ce jeu-là. Je vais me baser sur des exemples de Coding Game tout au long de la présentation pour vous expliquer comment concevoir un jeu. Grand 1, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la gamification? Parce que là, je vous dis, on va faire des contenus gamifiés, mais la gamification, c'est quoi? Alors, je vous ai mis une définition qu'on peut lire ensemble, si vous voulez. La ludification, parce que j'ai quand même trouvé un terme français, j'aime beaucoup les termes français. La ludification, couramment désignée par l'anglicisme gamification, est le transfert des mécanismes de jeu dans d'autres domaines, en particulier les situations d'apprentissage, de travail ou les réseaux sociaux. Son objet est d'augmenter l'acceptabilité et l'usage de ces applications en s'appuyant sur la prédisposition humaine au jeu. J'aime bien cette définition parce que ça ne nous a rien apporté. En gros, pour faire simple, la gamification, ça va être l'art de prendre dans le jeu des choses pour rendre amusants des contenus qui ne le sont pas du tout. Et dans notre cas, nous, on va essayer de l'utiliser pour renforcer un contenu pédagogique. Alors, pourquoi vous en avez entendu parler? Parce que c'est avant tout un outil marketing. La gamification, c'est avant tout utilisé par le marketing parce que ça augmente l'attrait d'un produit. C'est quelque chose qui a été inventé, je crois, dans les années 70 et qui a servi et qui sert encore énormément pour fidéliser les clients, pour les faire revenir, pour augmenter la vente. Et on a quelques très grands exemples de gamification. Pour moi, le plus connu, c'est celui-là. C'est thématique, on est en plein dedans. Le Monopoly de McDonald's. Tous les ans, McDonald's ressort un Monopoly. Parce que chaque année, c'est un carton. Ils augmentent leurs ventes à des niveaux astronomiques. Et on aurait pu penser que depuis qu'ils ne font plus
justement le côté Monopoly, papier où on connecte ses vignettes, ça marcherait moins bien. Mais depuis qu'ils ont l'application mobile, c'est un carton. Les gens viennent et reviennent pour avoir de nouveaux codes à rentrer dans leur application mobile. Ils jouent même hors ligne. Il y a des gens qui se connectent pour jouer au jeu McDonald's depuis chez eux. Pour eux, c'est un super carton, que ce soit en termes de réputation, de connaissance de la marque ou de vente. Et pourtant, qui parmi vous est arrivé une fois à voir les 3 rues? Personne. Mais là, je vous parle d'un carton, mais il y a des exemples qu'on voit moins, comme des objets de gamification, et qui pourtant sont exactement ça. Les premiers qui l'ont utilisé, c'est les Air Miles. Les Air Miles, plus vous prenez l'avion, plus vous avez de points. Quand vous avez suffisamment de points, vous avez un billet gratuit. Ça a été tellement un succès, ça existe encore aujourd'hui aux États-Unis, ça se fait beaucoup. C'est un tel succès qu'il y a une application qui vous permet de calculer le trajet le plus long pour vous rendre d'un point à un autre point, le meilleur rapport distance-prix, de façon à cumuler des points. Nous, en France, on connaît mieux la carte voyageur, qui est un peu sur le même principe, même si c'est plus petit. Mais la carte voyageur, elle a quelque chose de fantastique, c'est que vous ne la demandez pas. C'est un outil de fidélisation que vous n'avez jamais demandé. On vous a envoyé cette carte voyageur, et au fur et à mesure, vous allez cumuler des points, et vous allez atteindre de nouveaux niveaux. Moi, là, je suis à la fin de l'année, il faut vite que je finisse mes points pour garder ma super voyageur. Tout ça, c'est des exemples qui sont très forts, tout simplement parce que ça annihile la veille concurrentielle. Si vous avez quasiment la totalité des points qu'il vous faudrait pour avoir votre billet gratuit dans vos Air Miles, vous n'allez même pas chercher à voir s'il y a un autre billet moins cher à côté, parce que vous savez que le prochain sera gratuit. Donc c'est des très très gros outils en marketing. Enfin, la gamification permet de rendre sexy des choses qui ne le sont pas du tout. Là, si je vous parle de l'employé du mois, ça vous fait, en général, ça donne pas envie. Ça fait très démodé, très Fordisme. Et pourtant, aujourd'hui, chez Walmart, les caissières ont un système de jeu où la caissière qui passera le plus d'articles de la journée aura le niveau maximal dans sa catégorie. On est re-rentré avec des mécanismes de gamification dans des choses qu'on avait oubliées et on se sert de la gamification comme augmentation de la productivité. Donc déjà, on voit que là, c'est très très fort. Mais pourquoi est-ce que la gamification a été un carton en marketing? C'est avant tout parce que ça touche la génération Y. La génération Y, c'est grosso modo la majorité de cette salle. C'est les gens qui sont nés entre 80 et 2000. Ça a la particularité d'être la plus grande génération que l'humanité ait connue. On n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, et on est 2,5 milliards dans cette génération. On est aussi la génération la plus diverse qui ait eu. Il y a de toutes les ethnies, toutes les cultures, tout est représenté. Et on est fortement infidèle. Étant sollicité par les outils informatiques, ayant grandi avec l'informatique, on a l'habitude d'aller comparer les sites, on a l'habitude d'aller comparer les marques. On n'est pas fidèle à une marque. C'est ce que dit même Xavier Niel avec Free. Il dit tous les 2 ans, on change d'abonnement téléphonique. Eh ben, c'est ça. Et on est, du coup, comme on fait énormément de comparaisons, on est très difficile à fidéliser. Et en marketing, on veut fidéliser ses clients. Du coup, la gamification est un gros succès parce que ça marche très très bien avec la génération Y. Pourquoi? Pour les différents points qui sont marqués en dessous, on a envie de participer à quelque chose, et surtout parce que nos icônes ont changé. Si je vous avais dit, il y a 10 ans, qu'une série sur le reverse engineering d'un ordinateur d'IBM allait être un carton, cette série s'appelle Halt and Catch Fire, et ça a été un gros carton d'il y a 5 ans. Les gens, aujourd'hui, c'est quelque chose de très populaire, mais ça ne marchait pas il y a 10 ans. Nos icônes sont les icônes de l'informatique, tels que Zuckerberg. C'est les nouveaux héros. Et on a envie de ressembler à ces gens qui sont un peu geeks, qui ont un peu cette culture, de ne pas se prendre au sérieux, d'être un peu cette culture geek, jeu, amusant. Et c'est quelque chose qui se retrouve très, très fortement dans la gamification. Alors là, je vous ai parlé de l'outil, mais comment est-ce que cet outil marketing peut nous servir dans l'apprentissage? Eh bien parce qu'on va retrouver les mêmes choses qui servent en marketing, ça va nous aider à faire apprendre. Typiquement, le goût du challenge, ce côté de on veut prouver quelque chose, c'est très très fort dans l'apprentissage. On a envie de se dépasser. C'est c'est quelque chose qui va vous apporter de la motivation. On a ce côté, les rewards, tous ces petits cadeaux qu'on peut obtenir en obtenant un niveau supplémentaire, ça va nous permettre de revenir
à l'étude. Et on sait très bien que pour apprendre des choses, il faut faire, il faut refaire, il faut insister, il faut revenir régulièrement. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'est transformer une expérience qui peut être négative, comme l'expérience de l'employé du mois, en quelque chose de positif. Si vous vous rappelez tous, quand vous étiez petits, j'imagine qu'on a tous fait ça. Quand vous marchiez dans la rue, c'était fastidieux, c'était long. Par contre, on évitait les traits sur les carreaux du carrelage. On a tous fait ça. C'est transformer quelque chose qui était rébarbatif en quelque chose qui nous amusait. Et ça aide beaucoup dans l'éducation. Ça, c'est la pyramide de rétention des informations en éducation. On sait qu'un cours magistral, devant un amphi, il y a grosso modo 5% des informations qui vont être retenues. Là, typiquement, vous sortirez de sa salle, vous aurez sans doute retenu les petits carrés du carrelage, mais peut-être pas beaucoup de choses d'autres. Je vais essayer de vous en transmettre quand même le plus possible. Et plus on rentre dans l'interactif, plus on retient des choses. Typiquement, moi qui vous donne cette présentation, j'ai acquis beaucoup sur le sujet parce que j'ai dû maîtriser mes sujets. Plus on est dans l'interactif, plus on retient des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les cursus de formation s'éloignent de plus en plus du cursus traditionnel où on avait 50% de cours magistraux, 20% de TD, 30% de TP, pour se rapprocher de cursus qui sont de plus en plus pratiques. Par exemple, la plupart des écoles d'ingénieurs, maintenant, c'est de l'apprentissage, avec 50% en entreprise, où on sait que les élèves vont appliquer. Il va y avoir 30 à 40% de TD quand ils sont à l'école, et après, des projets, des échanges, des TP, et finalement très peu de cours magistraux. Et bien, la gamification, ça fait appliquer tout ça. On a un outil qui augmente l'envie de nos étudiants, nos étudiants ont encore plus envie de participer. Ils ont un environnement plus agréable, où ils vont interagir, où ils vont avoir un feedback instantané. Parce que sur un jeu, on sait tout de suite si on a gagné ou perdu. On sait quelles sont les règles, on sait comment avancer. Où ils vont répéter des actions et qui peut s'adapter à beaucoup, beaucoup de sujets. Et évidemment, c'est très efficace sur la plupart des gens, parce que les jeux s'adaptent au profil de la personne. Et pourtant, je me trompe de diapo. Pourtant, ça a mauvaise presse. Les jeux ont très mauvaise presse. On entend souvent que c'est une perte de temps. On entend souvent que les jeux vidéo augmentent la violence. Pourquoi est-ce que les jeux ont cette mauvaise presse? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une question de rentabilité du temps. Le jeu, comme loisir, ne nous permet pas d'être plus sportifs, d'être en meilleure santé ou d'enrichir notre intellectuel. Donc, le jeu a mauvaise presse. Alors, est-ce que le jeu est contre-productif? Est-ce que la gamification est-elle devenue contre-productive? Est-ce qu'aujourd'hui, dans les jeux, dans les contenus gamifiés, on apprend encore? Cette vision du jeu négative, ça vient beaucoup du néolibéralisme. Ça vient des valeurs culturelles. On n'a pas la même vision du jeu ici en France qu'ailleurs dans le monde. On a ici une vision que l'homme doit être productif. Une personne adulte doit produire des choses, doit créer de la valeur. Et le jeu n'en crée pas. Pourtant, si je vous montre cet enfant, personne ne dirait qu'il n'a rien produit. En jouant avec ses pâtes à modeler, il apprend les formes et les couleurs. Il augmente sa créativité. Il expérimente plein de choses, que ce soit du toucher, que ce soit du goût, des fois. Mais surtout, il va augmenter sa créativité, il va créer des choses. Et pourtant, si je vous montre ces gens-là, on a l'impression qu'ils perdent leur temps, qu'ils perdent leur argent. Quand on a cette vision du wargame, on a souvent l'impression que c'est du temps perdu. Pourtant, dans un jeu comme ça, il y a énormément de stratégies qui est mise en place, vu que c'est des armées d'un certain nombre d'unités qu'il faut apprendre à déplacer, où il faut apprendre une gestion de la géographie, où il faut apprendre comment constituer une armée. On a aussi un travail de patience. Croyez-moi, c'est très long. C'est des jeux qui apportent énormément, même à des adultes. Donc, non seulement on a ce contenu culturel, mais le jeu va être très différent selon les lieux où on se situe. Typiquement, on ne joue pas au Japon comme on joue aux États-Unis.
Les femmes et les hommes ont une différence vis-à-vis du jeu assez importante. Certains profils vont plus se retrouver chez les hommes, certains profils vont plutôt se retrouver chez les femmes. En moyenne, les hommes jouent plus. Et on va y revenir, c'est quelque chose d'assez historique. Et de la même façon, il y a des choses très culturelles. Par exemple, il faut savoir si vous créez des jeux pour le Maghreb, que les jeux d'argent sont interdits. Donc, partout dans le monde, on n'a pas la même culture du jeu. Il faut faire attention à tous ces contenus-là quand vous créez un jeu. Mais le jeu a toujours été présent dans l'histoire. Depuis la nuit des temps, les gens jouent. En effet, si je vous montre ce jeu-là, c'est un jeu du sonnet. Le sonnet, c'est un jeu qui est apparu dans le moins 3000, je crois. C'était le jeu des Égyptiens. Ils jouaient au sonnet pour vérifier s'ils étaient en chance vis-à-vis des dieux. Donc de tous les temps, on a joué. C'était un jeu un peu de stratégie, et ça servait vraiment à savoir si les dieux étaient avec nous. Enfin, quand je vous ai dit, les hommes jouent plutôt, c'est plutôt les hommes qui jouent aujourd'hui dans les grosses mailles, c'est aussi parce que longtemps, le jeu a été réservé aux hommes. En effet, il était de notoriété que les hommes travaillaient et que du coup, ils avaient le droit de se détendre avec des jeux qui étaient réputés comme hautement intellectuels, comme les échecs. On allait être vraiment dans la réflexion. On a aussi cette différence entre les classes sociales. Typiquement, tout ce qui était bourgeois, tout ce qui était notable, jouait aux échecs ou aux jeux intellectuels, quand les ouvriers étaient plutôt dans tout ce qui est jeux de cartes. Et ces jeux avaient moins bonne réputation. Tandis que les femmes, elles, étaient plutôt dans l'histoire, réservées au salon de thé, à la discussion. Et c'était surtout les adultes qui jouaient. Contrairement à l'image qu'on a aujourd'hui de les jeux, c'est pour les enfants. Dans l'histoire, c'est plutôt les adultes qui jouaient, vu que c'était vu comme un loisir. Et les enfants avaient très peu de jeux, ils avaient des jouets, que ce soit des petits animaux de compagnie, que ce soit des peluches, mais finalement très peu de jeux. Donc, le jeu révèle des choses sur notre esprit, et ça nous permet aussi de classifier les jeux. On a des jeux qui vont être dans ces différentes catégories. Ça, c'est un sociologue qui a créé ça. Le titre du livre, ça s'appelle « Les jeux et les hommes ». C'est Roger Gaillois qui a inventé ça. C'est une classification psychologique des différents types de jeux. Un jeu peut se retrouver dans 2 types, ou 3, mais on a vraiment ces 4 catégories qui apparaissent. Du coup, Agon, c'est l'esprit de compétition. Tout ce qui va être les jeux où on va avoir des classements, tout ce qui va être les jeux de shooting, le sport, très souvent, dans la compétition. C'est des jeux qui nous permettent d'essayer de nous dépasser nous-mêmes, qui vont être vraiment dans la lutte, se prouver quelque chose à soi-même, au niveau de l'esprit. Les jeux de hasard, les jeux de dés, les jeux de cartes, c'est des jeux qui nous permettent à notre subconscient de comprendre qu'on n'a pas la main sur tout. Ça nous permet de dépasser cette envie de tout gérer. Typiquement, un jet de dés, on ne sait jamais ce que ça va sortir. Tout ce qui est basé sur mimicry, tout ce qui est basé sur le simulacre, par exemple, le théâtre, ça resterait dans cette catégorie, bien qu'on puisse débattre du fait que ce n'est pas un jeu. Mais par exemple, tout ce qui est jeu de rôle grandeur nature, tout ce qui est jeu de rôle papier, on se prend pour un personnage. Ça nous permet de sortir de la personne qu'on est, de façon à dépasser ce qu'on vit chaque jour et d'expérimenter de nouvelles catégories, de nouvelles expériences. Et enfin, la dernière catégorie auquel on ne pense pas souvent, c'est Ilinx, tous les jeux qui sont basés sur le vertige. Par exemple, les montagnes russes. C'est des jeux qui font tellement de chocs hormonaux dans votre organisme que vous pouvez créer une dépendance envers ce genre de jeu. Ça va vraiment, tout ce qui va être les jeux à sensations fortes, ça a quasiment les mêmes effets sur l'organisme en termes d'hormones que de la cocaïne, par exemple. C'est des jeux qui vont libérer énormément de stimulants. À partir de cette classification, il y a un sociologue qui s'appelle Richard Bartle qui a permis de mettre en évidence 4 types de joueurs. Après donc avoir catégorisé les jeux, on a catégorisé les joueurs qui jouaient à ces jeux. Du coup, il a développé 2 axes. Un qui va être plutôt les joueurs face au monde, et l'autre qui va être plutôt jouer seul ou interagir avec le monde. Ou interagir.
vu que justement, soit on est avec les joueurs, soit on est avec le monde. Ces 4 catégories, ces 2 axes ont permis d'imiter 4 catégories. Les gens qui vont être, que lui il appelle killers en anglais, qui vont être dans la compétition, qui vont vouloir être les meilleurs à un jeu. Ils ne voient pas l'intérêt de se prêter à un jeu s'ils ne sont pas les meilleurs. J'ai connu beaucoup de gens comme ça, qui, quand ils se mettaient à un jeu, il fallait qu'ils montent dans les tops européens. Tout ce qui va être les gens socialiseurs. Par exemple, tous les jeux Facebook. Les gens qui vont être plutôt des achievers, ceux qui ont la totalité des badges possibles dans un jeu, et enfin ceux qui ont besoin de connaître le jeu sur les doigts de la main. Je pense que vous pensez à... Il y en a un qui doit vous parler si je vous dis Pokémon. Je pense que... Tout ça, ça a permis à une autre sociologue, Amy Jo Kim, de mettre en évidence des verbes qui correspondent à votre profil. À partir des verbes que vous allez utiliser, ça va vous permettre de définir dans quelle catégorie vous vous trouvez plus ou moins. Amy Jo Kim, elle publie régulièrement sur ce sujet et elle se pose beaucoup de questions sur savoir si la gamification est un bien ou pas, savoir comment se servir de la gamification pour faire beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait, c'est très intéressant. Du coup, tout ça, à quoi ça nous sert ? Tout ça, ça nous sert à définir les types de motivation de nos joueurs. On a pu définir, grâce à ces verbes, 6 catégories de motivation pour les jeux. D'une part, tout ce qui est lié à l'action. Donc là, par exemple, ils vous mettent destruction et excitement. En type de jeu, on va avoir tout ce qui est du Call of Duty, ou tout ce qui va être vraiment du shooting, des courses, GTA, tout ça. Dans les jeux sociaux, on va avoir 2 catégories. Les jeux qui vont être plutôt communautaires et les jeux qui vont être plutôt en compétition. Donc, comme je vous disais, dans les jeux communautaires, on a pas mal tout ce qui est sur Facebook, tout ce qui est échanger des choses. Et dans les jeux en compétition, on va avoir... Ouais. J'ai entendu un FIFA dans le coin, c'est pas mal. Les jeux de maîtrise, où on va par exemple avoir tous les jeux de stratégie, comme les échecs dont je parlais précédemment. Les jeux d'achievement, donc tout ce qui est « je veux arriver à un objectif ». Donc là, ça va être des gens qui vont plutôt chercher à avoir le personnage le plus puissant. On peut penser notamment à certains jeux vidéo où on va atteindre certains niveaux, avoir certains équipements plus ou moins forts. Les jeux d'immersion. Moi, je pense souvent à Fable, parce que je pense que c'est un des meilleurs exemples, où on incarne un personnage et on va vraiment... Les décisions qu'il prend vont déjà être très compliquées. Ce n'est pas des décisions où on va pouvoir suivre, où on va pouvoir ignorer le fait qu'on prend cette décision. Et en plus, on incarne vraiment le personnage du début jusqu'à la fin. Et enfin, les jeux basés sur la créativité. Je pense que l'exemple le plus connu, ça va être Minecraft. Du coup, tout ça, à quoi ça nous sert ? Ça nous sert à créer du contenu. Une fois qu'on a toutes ces informations sur les jeux et sur les types de joueurs, on va pouvoir créer des jeux. Et nous, c'est ce qu'on faisait chez Coding Game, on créait beaucoup de contenu gamifié. Comment on fait ça ? Tout d'abord, on trouve un concept. Le concept, c'est ce qui va être la fondation de votre jeu. J'essaie de trouver un exemple parlant. Par exemple, l'exemple que je vais vous donner, ça va être vous déplacer sur un damier. Ensuite, il faut cibler votre public. C'est peut-être la partie la plus difficile. Si vous créez des contenus gamifiés, il faut savoir à qui vous vous adressez. Une erreur dans le ciblage peut faire complètement foirer votre création. Votre but, c'est d'avoir un jeu qui va parler aux gens que vous visez. Si vous visez une école d'informatique, par exemple, vous savez à peu près quel public vous va rencontrer. Des gens qui restent d'être assez favorables à l'outil numérique, beaucoup de joueurs, des gens qui vont être pas mal dans la compétition. Vous pouvez créer un jeu à partir de ça, à partir de ce que je vous ai montré précédemment, des différents découpages. Vous pouvez avoir une idée de ce qui va marcher. On ne fait pas du tout la même chose quand on fait un jeu sur les recettes de cuisine, par exemple. Ça ne parlera pas aux mêmes personnes. Ensuite, il faut trouver une dynamique, les règles, en quelque sorte. Savoir comment votre jeu va évoluer. Avoir un objectif à atteindre et savoir comment vous allez encadrer tout ça. Là aussi, il y a des choses à éviter.
des règles trop simples ou trop compliquées peuvent vraiment tout faire rater. Et enfin, les interactions sociales. C'est là-dessus que je vais peut-être m'arrêter le plus longtemps, parce que les interactions sociales, c'est ce qui va faire la réussite de votre contenu, surtout si vous le sortez sur les réseaux sociaux, surtout si c'est une appli mobile. On est aujourd'hui, à l'ère du numérique, dans une période où les gens échangent. Donc il faut vraiment bien penser au sein du jeu comment vous allez pouvoir faire interagir les gens. Du coup, en résumé, la conception d'un jeu, ça passe par ces 4 étapes. Tout d'abord, la motivation. Qu'est-ce qui va faire que les gens auront envie d'y jouer? Quel est le but qu'ils vont vouloir atteindre? La condition de victoire. Vous avez des jeux auxquels vous jouez, vous ne savez pas bien comment ça se termine à la fin, parce qu'il n'y a pas de fin bien définie. Ça, il faut vraiment le définir au début. C'est quelque chose qui peut repousser les gens. Mais là, on est sur de la créativité. Dans Minecraft, on va vraiment... Il n'y a pas de but, parce que le but, c'est de créer. Donc, on se fiche un peu d'avoir une condition de victoire. Les mécaniques de jeu, je vous ai dit, faire très attention aux règles, des règles qui avantagent certains types de joueurs ou qui ont des faiblesses, ça peut être très, très handicapant. On a tous joué à un jeu 2 jours après sa sortie qui n'était pas terminé. Ça agace. Et les mécanismes d'échange. Je vous prends un exemple concret, parce que là, je vous ai fait beaucoup de théories. Mais voilà, ça, c'est le type de jeu qu'on sort chez Coding Game. Tous les 2-3 mois, on sort des compétitions. Ces compétitions, quand on les crée, ça, c'est celle qu'on a sortie cet hiver, on part d'une idée. On fait une réunion d'équipe, tous ensemble, où on trouve une idée qui va permettre de créer un jeu autour. En l'occurrence, notre idée sur ce jeu-là, ça avait été de se déplacer sur un damier hexagonal. C'est quelque chose qui n'est pas habituel et qui change pas mal tous nos algorithmes qu'on connaît habituellement. On savait qu'on s'adressait à un public de développeurs, donc c'était bien de leur donner quelque chose qu'ils connaissaient, où ils avaient des algorithmes déjà pour commencer, donc tout ce qui est déplacement, et ajouter une complexité. Donc là, ça c'était les premières étapes. D'abord on a ciblé ce qu'on voulait, après on a mis en place des règles, donc il fallait être le meilleur sur chaque map, en évitant les tonneaux, de façon à battre son adversaire. On a joué sur l'esprit compétitif des développeurs, et on a instauré une compétition. Le but dans nos jeux, c'était d'être le meilleur. On voulait se classer. Pour ça, il fallait mettre un but à la sortie, donc soit des lots, soit des entretiens avec des entreprises. Des entreprises qui font rêver. Genre, on a eu des challenges avec Nintendo, par exemple. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui motive les gens à se dépasser. Et tout ça, ça vous permet de vous confronter à d'autres développeurs et de vous classer de façon à voir quel est votre niveau par rapport aux autres développeurs sur ce type de challenge. Du coup, les erreurs classiques. Donc là, je vous parle un peu d'expérience. Qu'est-ce que vous risquez de rater quand vous allez concevoir des jeux? Tout d'abord, le design. Ça paraît être dérisoire par rapport à tout le travail qui est autour d'un jeu, mais si vous plantez sur le design, vous allez ne plus parler à votre public. Par exemple, si vous faites un jeu qui est trop axé jeu vidéo, vous allez vous couper d'une partie de votre public, si vous ciblez un certain public. Par contre, à l'inverse, si vous faites un jeu qui a l'air d'être un FTP, vous risquez de vous couper de beaucoup de publics très jeunes qui va avoir envie d'avoir des choses très interactives. Il faut trouver le bon niveau de design par rapport à la cible que vous visez. La deuxième erreur classique, c'est la gestion des badges. On a tous des applications dans notre smartphone qui nous donnent des badges. Et 9 fois sur 10, je n'ai aucune idée de ce à quoi va me servir ce badge. J'ai obtenu ce truc, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Les badges, si ça n'apporte rien, ne les mettez pas. Les badges, les niveaux, les oufés, ça ne sert à rien si ça n'apporte rien. Il faut que ça débloque quelque chose à la sortie. Ça peut être quelque chose qui va vous permettre de revenir. Il y a des applications qui l'ont très bien réussi. Ça va vous permettre de fidéliser si ça apporte quelque chose à la sortie. Si c'est juste dire c'est bien, tu as fini le premier niveau, ça n'intéresse personne. Ensuite, il y a la complexité du jeu. Si vous faites un jeu qui est trop compliqué,
vous allez très vite dégoûter vos joueurs. Il faut arriver à avoir quelque chose d'assez progressif, quelque chose dans lequel on rentre facilement et qui puisse devenir très compliqué. Ça, je vais appeler ça la recette Blizzard, parce que c'est quand même leur spécialité. C'est une grande marque de jeux vidéo qui sort des jeux auxquels vous pouvez jouer en 10 minutes chrono, mais par contre qui, pour le maîtriser, deviennent très compliqués. Donc, il faut arriver à avoir une complexité qui puisse être croissante et permettre des challenges de haut niveau pour les gens qui vont s'y investir et permettre à tout le monde de s'amuser. Et enfin, le dernier échec, j'en ai déjà parlé 3 fois parce que c'est là où on se plante le plus souvent et c'est là où ça fait le plus mal, rater son système de règles. Si vous avez une faille dans votre système de règles, les gens le trouveront. Si vous avez une faille, vous aurez des gens qui trouveront comment passer au-delà. Du coup, là, je vous ai présenté plein de choses pour faire un bon jeu, en vous expliquant, comme la gamification, ça nous permettait d'apprendre énormément. On pourrait se dire que la gamification, c'est génial. Oui, mais la gamification, c'est génial pour tout ce qui est apprentissage d'informations bien définies. Si vous voulez créer des idées, la gamification ne s'y prête pas. Parce que la gamification reste dans un système de règles. C'est la différence qu'on a en anglais entre play et game. Dans un cas, on a des règles, donc on fixe un cadre, donc les gens ne vont pas trop en sortir. Si vous voulez ouvrir à la créativité, si vous voulez que les gens soient stimulés, il faut sortir un peu du jeu de règles. Il faut laisser de la marge pour que les gens puissent inventer des choses. Typiquement, en agilité, on a beaucoup de choses qui se font avec les Lego. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Lego for Work, qui permettent de se remettre dans des situations de... C'est quelque chose que je trouve génial parce que vous avez vos bacs de Lego et vous pouvez inventer tout et n'importe quoi à partir de ça. Du coup, là, je vous parle un peu des bienfaits du jeu libre. Aujourd'hui, la plupart des sociologues dont je vous ai parlé sont aussi intéressés au jeu libre, parce que ça sort vraiment du cadre du jeu de règles. Donc la question, c'est de savoir, si vous laissez un enfant dans une pièce, tout seul, il va jouer, il n'a pas besoin de règles. Et bien là, c'est ce système-là qu'on veut reproduire. On voudrait qu'en laissant des gens évoluer avec de quoi créer, ils puissent se laisser aller à leur créativité. Ça renforce énormément la créativité et la liberté de tous les gens qu'on a dans ce mécanisme d'apprentissage. Et surtout, ça permet à des profils qui ne s'épanouissent pas dans le jeu classique de sortir. En effet, dans les jeux classiques, on a un profil qu'on revoit tout le temps, ce qu'on appelle des power gamers. C'est les gens qui vont jouer uniquement pour gagner, voire pour écraser les autres. C'est des gens qui vont être énormément dans la compétition. Il y a des profils de gens qui sont complètement bloqués par cette idée de power gamer. Quand ils se font dépasser par d'autres joueurs, ça les empêche d'évoluer. Dans le jeu libre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'objectif à atteindre, donc il n'y a pas de power gamer. Du coup, tous les profils peuvent vraiment s'épanouir et laisser parler leur créativité. Alors là, je vais vous donner quelques exemples de jeux que je trouve très réussis. Mon préféré en contenu gamifié, non, c'est pas mon préféré, mais c'est le plus efficace, qui pour moi était le mieux réussi. Duolingo, vous avez déjà essayé? C'est extraordinaire. Vous pouvez apprendre n'importe quelle langue avec un effet très jeu, très léger, sans vous prendre la tête, sans vous arrêter sur les règles de grammaire, etc. Et au bout de quelques temps, vous allez vous rendre compte que vous parlez la langue. Moi, ça m'est arrivé avec l'italien, je faisais ça justement, j'ai découvert cette application quand je préparais cette conférence. Je me suis mis à apprendre l'italien. Et il y a quelques semaines, j'étais à Londres, donc pas du tout en Italie, et il se trouve que les gens parlaient italien autour de moi et que je ne comprenais ce qu'ils disaient. Je trouve ça extraordinaire. Celui-là, c'est mon préféré, Rocksmith. Vous connaissez? Vous branchez votre guitare sur votre console de jeux vidéo et vous apprenez à jouer de la guitare. Moi, je ne savais pas du tout jouer de la basse, et petit à petit, j'apprends. Vous allez rejouer les grands morceaux du rock, vous allez vous retrouver face à des challenges un peu comme... j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, vous allez taper vos notes, et c'est vraiment directement sur votre guitare. Donc vous allez vraiment apprendre des choses en termes de musique. Et ils ont poussé le vice tellement loin que là, vous êtes toujours avec une guitare. Si vous voyez la petite cambrioleuse en bas de l'écran, elle évolue sur des lignes. Et en fait, votre boulot, ça va être d'aller à la bonne frette, à la bonne case, pour lui faire voler les items. Ils sont vraiment allés très très loin dans la gamification. Et enfin, pour parler d'un autre exemple auquel on ne pense pas toujours, tout ce qui est jeu agile.
Moi, l'agilité, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, justement, parce qu'on a vraiment cet esprit de liberté et de créativité. Et ça, c'est l'essence même de l'apprentissage agile. Tous ces agile games, là j'en ai listé quelques-uns, mais on se base vraiment sur une expérience de jeu pour acquérir les capacités qui sont nécessaires pour faire fonctionner une équipe agile. Moi, je pense que celui que j'utilise le plus, c'est le ballpoint game, où vous allez avoir un sac de balles, que vous allez vous jeter les uns les autres, et en faisant circuler ces balles, vous allez comprendre ce que c'est que la notion de vélocité, ce que c'est que l'équipe auto-organisée, ce que c'est que le profil du leader, et on n'est pas du tout dans un projet IT. Donc, voilà pour tout ce que j'avais à vous apporter. Maintenant, tout ce que j'ai à vous dire, c'est lancez-vous. On peut tous créer un jeu. Là, je vous ai montré des exemples qui sont très électroniques parce que c'est mon métier. Mais j'ai eu le cas de plein de gens qui ont créé des jeux pour de l'apprentissage avec 3 fois rien. J'ai eu un de mes stagiaires qui voulait nous enseigner la blockchain et il a créé un jeu avec des post-it. Et j'ai compris ce qu'était la blockchain grâce à ça. On peut tous créer un jeu avec très peu de moyens. Il faut juste avoir l'idée et créer des mécanismes qui marchent. Donc merci à vous pour votre présence. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute.